Dans cet épisode, nous allons parler d'espace, de satellites, de cybersécurité en apesanteur et de réglementation propice à la résilience. Pour commencer, voici une histoire de la conquête spatiale. 20 juin 1944, Seconde Guerre mondiale. Des missiles flambant neufs, les fameux V2, sortent des usines. Ils peuvent se propulser à plus de 100 km d'altitude. C'est le début de la conquête spatiale. 4 octobre 1957, en pleine guerre froide. La fusée soviétique R-7 envoie le premier satellite artificiel dans l'espace. Il s'appelle Spoutnik, compagnon de voyage en russe. Derrière l'exploit technique, c'est aussi un message politique fort lancé aux États-Unis. C'est le début de la course aux étoiles. Un an plus tard, les États-Unis annoncent la mise sur orbite du premier satellite de communication expérimental. Il retransmet 7 messages sur Terre, dont une allocution du président Eisenhower. Il faudra attendre 1962 pour qu'on utilise des satellites pour diffuser des émissions de télé américaines sur les écrans européens. Entre-temps, en 1961, le tout jeune soviétique Youri Gagarin devient le premier homme à voyager dans l'espace. 21 juillet 69, c'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour les Américains. Avec la mission Apollo 11, Armstrong et Aldrin deviennent les premiers astronautes à marcher sur la Lune. 1971, l'URSS veut prendre sa revanche et mise sur les stations orbitales pour dominer l'espace. Salyut devient la première station spatiale habitée. Elle sera suivie de la station Mir. 15 ans plus tard, elle sera désintégrée pour cause de vétusté. Bonjour les débris. En 2011, avec l'ISS, la première station spatiale internationale, la conquête politique de l'espace s'apaise. Place alors à une conquête, économique cette fois. En 2001 déjà, le millionnaire américain Dennis Tito passe une semaine en orbite pour la coquette somme de 20 millions de dollars. Cela ouvrira la porte à Blue Origin, la société de tourisme spatial de Jeff Bezos, mais aussi à l'entreprise SpaceX d'Elon Musk, qui vise à mettre en place une constellation de satellites en orbite autour de la Terre pour délivrer une connexion Internet. En 2010, on donne un nom à ce phénomène, c'est l'émergence du New Space, soit l'entrée d'acteurs privés dans l'espace extra-atmosphérique, chacun voulant sa part du gâteau. Au-delà du tourisme spatial, l'or noir de ce nouveau secteur, ce sont les données qui transitent sur des systèmes envoyés en orbite. 24 février 2022, quelques heures avant que les premiers chars russes entrent en Ukraine. Une cyberattaque touche le réseau satellitaire de l'opérateur américain Viasat. L'armée ukrainienne en dépend pour certaines de ses capacités critiques. C'est un tournant majeur en matière de cybersécurité spatiale. Aujourd'hui, la menace dans l'espace spatial est à la fois physique, avec la nécessité de réduire les débris des satellites, mais aussi numérique, avec des risques accrus de cyberattaques. La cyber-résilience prend de la hauteur et devient résilience spatiale. Alors Houston, on a un problème ? Cette histoire d'espace est signée Audrey Williard, Senior Content Marketing Manager chez Splunk. Audrey qui reste bien sûr avec nous pour échanger avec le nouvel invité du podcast Les Résilients, Johan Bozil, Chief Security Officer de Lookup Space. Bonjour Johan Bozil. Bonjour. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler du métier de Lookup Space dans le domaine spatial ? Oui, bien sûr. Donc, Lookup Space fait ce qu'on appelle de la surveillance de l'espace, Space Situational Awareness en anglais. Le principe est de pouvoir effectuer une cartographie, on va dire, de tous les objets qui sont en orbite autour de la Terre. Et principalement, on va s'intéresser aux débris. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on a passé le cap fatidique des 10 000 satellites en orbite et on compte plus d'1 million d'objets en orbite, donc de type débris, de plus de 1 cm. Donc le principe de Lookup Space est basé sur 2 produits. Le premier, ce sont des radars qui seront souverains, qu'on placera sur Terre et qui auront pour vocation de cartographier justement l'espace au niveau des débris. Et le second produit, c'est une plateforme logicielle
qui va servir à faire ce qu'on appelle de la fusion de données. Le but, c'est d'agréger un ensemble de sources, donc ça peut être des sources publiques, des données qu'on peut acheter, d'autres technologies, et bien sûr l'ensemble de nos données qui proviendra de nos radars pour après fournir un service justement sur cette thématique. Johan, pourquoi y a-t-il un directeur de la sécurité dans votre entreprise ? Ça ressemble à un vrai parti pris fort, ça. Alors oui, la sécurité, moi je dis souvent, dans un monde idéal, il n'y a pas de sécurité. Aujourd'hui, la sécurité n'est pas considérée que comme une fonction support au sein de l'organisation, mais aussi comme une valeur métier. En fait, le but de l'entreprise, c'est de sécuriser les opérations spatiales. Donc bien sûr, on parle plus des manœuvres, des satellites, etc. Mais il est difficile de vendre qu'on va sécuriser les opérations spatiales si, par exemple, en interne, on ne prend pas de façon forte la composante numérique de la sécurité. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre top management a décidé très tôt, moi je suis arrivé 9 mois après le premier employé, la start-up a 2 ans, et donc pour essayer de déployer cette stratégie de sécurité sur tous les axes, du physique au numérique, mais on va dire dès le début et avec une conviction forte de notre direction générale. Johan, vous dites que l'espace, c'est un peu le Far West. Pourquoi vous dites ça ? Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, les lois qui s'appliquent à l'espace, elles sont faibles, en fait, elles sont très simples. Les deux grosses règles qu'on peut percevoir d'un point de vue de l'homme, avec un grand H, c'est qu'en gros, on ne peut pas s'approprier des corps célestes, pour résumer, et il est interdit de mettre des armes de destruction massive dans l'espace. Une fois qu'on a édicté ces deux principes, on a fait quasiment le tour de toutes les règles. Donc c'est pour ça que aujourd'hui je trouve que c'est un peu le dernier Far West, et on le voit avec certains événements. On peut parler de tirs anti-satellites par exemple. Il y a des pays qui font ce genre d'activité ou qui ont fait dans le passé ce genre d'activité, et tout ça n'est pas réglementé. À la limite, la seule chose que je trouve intéressante et qui pourrait peut-être aussi nous faire réfléchir sur Terre, c'est que un astronaute, un cosmonaute, un humain qui est dans l'espace, aujourd'hui est considéré comme un citoyen de l'humanité. Et donc il n'est plus associé à un pays, mais c'est un citoyen de la Terre, et l'ensemble des pays doivent lui porter assistance comme si c'était quelqu'un de leur propre pays. Donc ça, voilà, je trouve que c'est quelque chose qui est bien à mettre en avant. Concrètement, de quoi parle-t-on quand on parle de cybersécurité spatiale ? Quelles sont les menaces contre lesquelles vous luttez ? Alors, la cybersécurité spatiale, pour moi, c'est une composante métier, on va dire, de la cybersécurité. Je fais souvent ce parallèle. Moi, j'ai fait de la cyber ou de la sécurité des systèmes d'information dans le domaine spatial depuis 15 ans, mais c'est, on va dire, sur une approche, ce qu'on appelle information security, la sécurité de l'information. Dès qu'on rentre dans la cybersécurité spatiale, on est plus, pour moi, sur la sécurité produit, product security. Et donc, on va s'intéresser à toutes les menaces sur la chaîne de valeur, on va dire, du spatial. Ça va des segments sol qui vont servir à communiquer avec les satellites, jusqu'aux satellites, bien entendu. On va s'intéresser à la protection de l'objet en lui-même, mais également des opérations spatiales, comme le fait de mettre en orbite le satellite, tous les lanceurs, etc. Et donc, si on fait un focus sur la partie menace, si on s'intéresse à l'objet, à la finalité qui est le satellite, une fois, on va dire qu'il est en orbite, toute la partie, on va dire, menace diminue, puisque soit on fait une attaque physique avec des collisions volontaires, etc. Mais là, on rentre quand même dans une logistique assez élevée. On n'est pas comme un piratage sur le web qu'on peut voir tous les jours. Et donc, sur cette partie, il y a de nouvelles tendances qui apparaissent qui sont intéressantes. Mais si on considère l'ensemble des opérations spatiales qu'on voit, j'en discutais l'autre jour avec un expert du domaine. Aujourd'hui, sur des systèmes d'information classiques, on fait attention à tout ce qu'on appelle attaque par la supply chain. Et en fait, aujourd'hui, le New Space développe énormément de nouveaux services. Je fais un focus, par exemple, sur ce qu'on appelle l'inspection. Aujourd'hui, on a des services qui vont se proposer où on va être en capacité de faire des photos depuis un satellite de notre satellite, voir s'il est endommagé, etc. Ou même, il y a des entreprises qui prévoient de faire du refuel de satellites en carburant. Et donc, on pourrait imaginer, typiquement, demain, avec tous ces services, s'ils sont faits par des acteurs qui n'ont pas considéré à sa juste valeur, typiquement la cybersécurité spatiale, avoir des dangers qui seraient représentés justement par ces satellites qui devraient servir de patrouilleurs ou qui apporteraient un service et qui pourraient devenir, s'ils sont piratés, la principale menace en cas de collision, par exemple. Johan Bozil, quelle est votre vision des réglementations, notamment l'EU Space Law, la loi des opérations spatiales en France, ou la directive NIS 2 ? D'ailleurs, elles portent toutes les deux sur la résilience en partie.
Oui, ça porte sur la résilience. Moi, j'ai vécu dans deux types d'entreprises, hein. J'ai vécu, on va dire, dans le grand Airbus, chez Airbus Defence and Space, où il y a une inertie, mais il y a aussi une vraie force de frappe, une logistique, et après en environnement start-up. Aujourd'hui, toutes ces réglementations, eh ben, s'appliquent plus ou moins de façon lisse sur l'ensemble des intervenants, en fait, qu'ils soient gros ou petits. Et donc, c'est à la fois, ben, on va dire, un avantage pour les directions de sécurité qui veulent déployer une stratégie, etc. Mais ça devient très vite, malheureusement, une contrainte pour les entreprises lorsqu'elles doivent se développer. Et la vie en start-up est quand même différente de la vie dans un grand groupe. Et donc, quand on est directeur de la sécurité, eh ben, on sait qu'il y a cette réglementation qui s'applique. On va mettre en œuvre des mesures, on va faire de la conformité pour vérifier où on l'est, etc. Donc, on va dire que ça pourrait être vu comme quelque chose de bénéfique. Mais la sécurité en start-up est avant tout au service du business, encore plus pour moi que dans des environnements plus gros. Et je comprends parfois que ça puisse être un frein peut-être au développement de certaines structures, quoi. À côté de votre travail quotidien, vous êtes aussi réserviste opérationnel au commandement de la cyberdéfense ou au commandement de l'espace. Ça veut dire quoi exactement? Alors, le concept de réserviste opérationnel, je trouve qu'il tend à se démocratiser, mais parfois certains ne le connaissent pas. Moi, j'ai découvert ça en 2018. Avant, pour moi, la réserve militaire, c'était des personnes qui faisaient du sentinelle dans les rues, ce qu'on voit souvent en ce moment. Mais il faut savoir que le ministère des Armées a aussi besoin de compétences très spécifiques, typiquement comme la cybersécurité. Aujourd'hui, il y a en France un commandement de la cyberdéfense qui s'appelle le ComCyber, qui recrutent des réservistes. Donc ce sont des civils qui choisissent demain de consacrer du temps pour leur pays et donc qui passent des concours, etc., pour intégrer la réserve. Donc on appelle ça un réserviste opérationnel puisqu'il peut être amené sous statut militaire à intervenir sur différents organes du ministère des Armées et donc faire des missions en lien avec sa spécialité, on va dire. Et dans la même démarche, donc moi j'étais 4 ans au ComCyber, et donc récemment je me suis déplacé, on va dire, vers le commandement de l'espace. Le commandement de l'espace, c'est un peu le même principe. Le commandement de l'espace a des besoins, des fois très très spécifiques en termes de compétences, qu'on sait retrouver dans le monde civil, on va dire. Et donc des personnes, alors souvent des grands donneurs d'ordre, hein, ça peut être Thales Alenia Space, Airbus Defence and Space, etc., ou plein d'acteurs du New Space, mais qui vont consacrer du temps à leur pays avant tout au sein de ce commandement pour apporter leur expérience et leur expertise au service de la France. Est-ce que le Far West dont vous parliez tout à l'heure, c'est aussi le cyberespace? Parce que je crois que vous avez utilisé LinkedIn pour contacter des personnes qui vous ont aidé à l'occasion. Donc c'est ça aussi le cyberespace. Est-ce que vous le voyez aussi comme un endroit virtuel d'entraide pour être plus résilient? Alors oui, c'est sans doute un Far West aussi, hein, puisque les règles sont très conceptuelles, mais moi je préfère aussi le tourner d'une façon positive. En effet, aujourd'hui j'ai 40 ans, mais j'ai eu mon premier emploi en tant que CISO en 2017, donc à 33 ans, j'étais très jeune. Et j'ai abordé ce métier avec un prisme très technique, et en fait je me suis rendu compte très très vite que c'était tout sauf de la technique. Il y a énormément d'aspects que je n'avais pas pu considérer parce que souvent le métier d'RSSI est un métier compliqué. Je dis souvent pour être RSSI, enfin pour postuler sur un poste de RSSI, il faut déjà l'être ailleurs. C'est très rare les entreprises qui disent ah, mais tiens, je vais embaucher un RSSI, je vais prendre un admin sécu et je vais le faire monter. Malheureusement, je trouve ça assez rare. Et donc, lorsque j'ai commencé ce métier, je me suis rendu compte très vite qu'il me manquait beaucoup de concepts, beaucoup de notions. Et par conséquent, je suis allé demander de l'aide. Et donc, j'ai reçu vraiment une aide qui a été salvatrice, je dirais, pour adresser les bonnes thématiques. Il y a plein de gens qui théorisent ce métier. Et en fait, c'est ce que j'essaye de faire maintenant. En remerciement, quand j'ai eu ma première mission de 5 ans dans une filiale d'Airbus en tant que CISO, je me suis dit en partant, ben voilà, j'ai fait vraiment plein de choses et j'ai essayé de les partager en fait à la communauté, ce qui m'a permis de développer ma propre communauté. Et tout ça, c'était vraiment un remerciement du temps et de l'énergie que m'avaient consacré certaines personnes lorsque je leur ai demandé de m'aider à l'époque, quoi. Alors, Johan, on est dans un podcast de super-héroïnes et de super-héros du numérique. Alors, ma question habituelle, si vous pouviez avoir un super pouvoir, lequel serait-il? Alors, ça va être très fleur bleue, mais j'ai la chance depuis un an de faire ce qu'on pourrait appeler de la cyber-influence.
des structures qui souhaitent valoriser leurs produits ou du moins leur apporter une visibilité, cherchent des personnes qui ont fait ce travail de créer une communauté. Et donc c'est ce que j'expliquais précédemment. Et aujourd'hui, je dédie les gains de cette cyber-influence à combattre la faim, tout simplement. Donc moi, mon super pouvoir, ça serait de combattre la faim. Parce que je trouve qu'on a vraiment beaucoup de chance d'être en France, d'être français. C'est un peu comme tout à l'heure quand je parlais des citoyens de l'humanité dans l'espace. Aujourd'hui, malheureusement, sur Terre, on n'est pas citoyen de l'humanité, on est citoyen d'un pays. Et combattre la faim, c'est commencer à combattre les inégalités pour moi. Merci. Alors, si vous aviez, pour clôturer ce podcast, une super-héroïne ou un super-héros du numérique à nous recommander pour un prochain épisode, ce serait qui? Alors, réponse évidente pour moi, si la thématique du spatial vous intéresse, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai une approche de la cybersécurité dans le domaine spatial, mais pas vraiment de la cybersécurité spatiale. Et donc, je pense à Stéphane Descous, qui est le Chief Product Security Officer chez Thales Alenia Space. C'est une personne qui développe sa compétence vraiment au sens de la sécurité produit du satellite. Et si vous voulez faire un super épisode sur les méandres de toute cette expertise, ça sera un parfait intervenant. Merci beaucoup, Johan Bozil. Merci. Vous étiez l'invité des Résilients, le podcast des super-héros du numérique, un podcast produit par Splunk, la plateforme qui renforce la résilience de votre organisation. Merci à Audrey Williard pour l'histoire spatiale d'introduction, l'écriture et l'accompagnement éditorial de ce podcast. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous les épisodes des Résilients sur les principales plateformes de podcast. Profitez-en pour nous donner des étoiles, ce sera de circonstance avec le thème d'aujourd'hui, et abonnez-vous pour ne rien rater. Merci à tous pour votre écoute et votre fidélité. À bientôt.